Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo. Nous sommes ensemble pour 26 minutes pour revoir le meilleur de l'actu politique et parlementaire de la semaine avec notre invité. Et notre invité cette semaine, c'est Loïc Hervé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur centriste de la Haute-Savoie et vice-président du Sénat. Eh bien, on va revoir avec vous la une de cette semaine. Après une attente interminable, le gouvernement est désormais complet. Principal changement, Nicole Belloubet remplace Amélie Oudéa-Castéra à l'Éducation nationale. Le refus de François Bayrou d'entrer au gouvernement a provoqué un début de crise dans la majorité. Le Parlement veut mieux protéger les élus. L'Assemblée nationale a voté une proposition de loi d'origine sénatoriale. Elle prévoit un durcissement des sanctions envers les agresseurs d'élus. Et puis on reparle de la loi immigration. Les sénateurs centristes et les républicains déposent chacun un texte pour remettre sur la table certaines mesures qui avaient été retoquées par le Conseil constitutionnel. Après un mois d'attente, on connaît enfin la composition complète du gouvernement. Revue d'effectifs avec Mathias Arez. L'heure des ajustements a sonné. Un mois après sa nomination, Gabriel Attal a étoffé son exécutif. Au premier rang, 2 ministres de plein exercice complètent l'équipe gouvernementale pour porter son nombre à 16 membres. Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux jusqu'en 2020, déleste Amélie Oudéa-Castéra de l'Éducation nationale. Elle conserve les sports et les JO. Stanislas Guerini, macroniste de la première heure, retrouve quant à lui un mois plus tard son portefeuille de la transformation et de la fonction publique. Ce jeudi, c'est principalement le casting des ministres délégués et secrétaires d'État qui était attendu. Là encore, peu de changements. Roland Lescure, Olivia Grégoire et Thomas Cazenave retrouvent leurs fonctions passées. Tout comme Dominique Faure, chargé des collectivités territoriales, Hervé Berville à la mer ou Sabrina Agresti-Roubache, chargée de la ville et de la citoyenneté. Parmi les nouveaux visages, Frédéric Valtou, député Horizon, viendra prêter main forte à Catherine Vautrin au ministère de la Santé. Guillaume Kasbarian, député Renaissance, récupère le logement. Enfin, Marina Ferrari, députée Modem de Savoie, sera en charge du numérique. Malgré sa colère froide, François Bayrou conserve donc 4 Marocains ministériels. Un exécutif de 35 membres, Premier ministre compris, soit 7 de moins que dans la dernière équipe Borne. Loïc Hervé, on a attendu un mois pour avoir la composition complète de ce gouvernement. Pas d'énormes changements. Au final, tout ça pour ça ? C'est un peu la réaction qu'on peut avoir en découvrant ce nouveau gouvernement qui, à part des ajustements marginaux et puis des changements de portefeuille pour un certain nombre de ministres, on voit arriver quelques personnalités nouvelles, mais effectivement, avoir pris un mois et quelque part avoir gâché le début du mandat de Gabriel Attal, c'est un peu dommage parce que le gouvernement a mis du temps à être complet. Le Premier ministre a pris du temps pour faire son discours de politique générale. Dans l'intervalle, il y a eu cette question de la grande conférence du président de la République. Enfin, ce feuilletonnage du mois de janvier, on en sort avec un peu d'interrogation quand même, parce que le pays n'a pas vraiment besoin de ça. Le pays a plutôt besoin d'une ligne claire, d'un rythme. Et ce rythme, le mois de janvier n'a pas été tout à fait à la hauteur. Et y compris d'ailleurs sur les travaux parlementaires, qui est quand même un sujet qui nous intéresse ici. C'est une interrogation pour nous. Alors, Nicole Belloubet, c'est l'un des principaux changements, devient ministre de l'Éducation nationale. Elle était garde des Sceaux dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Voilà ce que dit Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, d'elle. Elle était l'une des ministres de la Justice les plus laxistes de la Ve République. Est-ce que pour vous, c'est le bon profil, Nicole Belloubet, pour incarner l'autorité à l'école ? Eh bien, je ne sais pas. Alors, évidemment, on va pouvoir ressortir tout un tas de déclarations de Mme Belloubet sur un tas de sujets qui sont notamment en lien avec l'école. Ce qui est certain, c'est que l'éducation nationale ne peut pas se réformer contre les enseignants. Et que la situation qui était celle entre Mme Oudéa-Castéra et ses déclarations malheureuses de tout début de fonction et le corps enseignant faisait que la situation était inextricable. Donc le gouvernement est maintenant composé avec Madame Belloubet, qui a été à un moment donné garde des Sceaux. J'en garde pas un souvenir extraordinaire, parce qu'il y a une question d'incarnation à un moment. Mais là, c'était pour apaiser. Oui, mais apaiser colère, sera une chose, Elle a passé de poids mais politique. c'est quand même, l'école est quand même le sujet des sujets.
Surtout que Gabriel Attal veut un retour de l'autorité à l'école. Bien sûr, d'autant plus que le Premier ministre qui est resté 6 mois. Donc c'est Nicole Belloubet qui devra... si vous voulez, vous pouvez apaiser, mais il faut quand même réformer. Et vous devez réformer avec les enseignants. Et donc, je m'interroge, et donc je pense que Mme Belloubet aura des preuves à nous apporter de sa capacité justement à recréer de la confiance, d'une part, et à porter les réformes dont l'école française a besoin. Vous parliez de ces anciennes déclarations à propos de l'affaire Mila. Donc c'est cette lycéenne qui avait été menacée de mort pour avoir critiqué l'islam. Eh bien, Nicole Belloubet avait déclaré, je cite, que l'insulte à la religion était une atteinte à la liberté de conscience. Cette déclaration avait fait à l'époque un tollé. Est-ce que sa nomination, c'est un mauvais signal envoyé par rapport à l'objectif de la lutte pour la laïcité et contre le harcèlement à l'école? En tout cas, il faudra que Mme Belloubet, dans les premiers jours ou les premières semaines de son nouveau ministère, clarifie sa position sur des sujets sur lesquels la question de l'autorité républicaine à l'école publique est une question absolument fondamentale, non pas seulement pour l'opinion publique, mais pour les élèves. Parce qu'on fabrique dans notre école des citoyens responsables et que la manière dont on transmet un certain nombre de principes et de valeurs à l'école républicaine est absolument fondamentale. Donc, et je pense que là-dessus, le briefing du Premier ministre sera assez clair vis-à-vis de sa ministre. Alors, le portefeuille de l'Éducation nationale a donc été retiré du périmètre d'Amélie Oudéa-Castéra, qui reste en revanche ministre des Sports. Est-ce que le gouvernement, pour vous, a cédé à la pression des syndicats? On en parlait tout à l'heure. C'est pas tellement la question. Quand vous êtes ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire que vous êtes ministre de l'école publique et laïque, vous devez avoir une posture, une incarnation qui fait que vous êtes le chef ou la chef, en l'occurrence, d'une très grande administration française. Et très, très grande, très noble, très ancienne, qui porte un certain nombre de choses. Et ces réflexions sur je mets pas sur les justifications pour lesquelles vous n'avez pas mis vos enfants dans l'école publique, mais vous les avez mis dans une école catholique sous contrat par ailleurs, ça crée du trouble. La question, je suis bien placé pour le savoir, mais la question de la scolarisation de vos enfants, c'est un choix individuel, personnel, non contestable. Mais là, c'est pas ça qui est. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est le message envoyé. Et ça n'était pas rattrapable. Alors, il y a les syndicats qui ont évidemment, qui ont utilisé cette situation. Mais je pense que la situation dans laquelle Amélie Oudéa-Castéra était inextricable pour le gouvernement. Et c'était plutôt sain de faire un changement. Maintenant, à Mme Belloubet de prouver qu'elle était la bonne personne. Alors, il y en a un qui n'entre pas au gouvernement, qui a refusé d'y entrer, c'est François Bayrou, à cause d'un désaccord profond autour du ministère de l'Éducation nationale. On va l'écouter. J'étais persuadé qu'on peut redresser l'éducation nationale en peu d'années, mais que ça demande un choix politique qui est de faire ça avec les enseignants et les autres parties prenantes de l'école. Pardon, mais ce n'est pas le cas de la personne qui sera nommée ? Non, mais vous voyez bien, on est sur un fond une musique de fond, qui est au fond, les enseignants ne travaillent pas assez. Loïc Hervé, ce cas François Bayrou, c'est une affaire personnelle d'un poids lourd de la majorité qui n'a pas eu le poste qu'il escomptait, ou c'est le signe d'une crise plus profonde au sein de la majorité présidentielle ? Moi, ce qui se passe dans le bureau du président de la République avec François Bayrou ou dans le bureau de Gabriel Attal avec François Bayrou m'intéresse assez peu. En revanche, quand François Bayrou prend la parole, moi qui suis de cette famille centriste, sans être d'ailleurs dans le parti de François Bayrou, quand François Bayrou prend la parole, je l'écoute toujours. Parce qu'il a souvent une forme de prémonition ou une forme de diagnostic sur le mal français, sur ce qui se passe dans la société française, qui, moi, me fait toujours réfléchir. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais c'est une des très grandes figures de la vie politique française, incontestablement. Et ce qu'il exprime, y compris dans ce moment-là de notre vie politique, on ferait mieux de l'écouter sans caricaturer ce qu'il a à dire à titre personnel. Évidemment, le sujet de son entrée au gouvernement interroge. Il ne va pas rentrer, donc ça interroge d'autant plus. Mais ce qu'il dit de la société française, ce qu'il dit de l'école française,
on ferait bien, et je pense que le président de la République et le Premier ministre ferait bien de l'entendre, parce que les élections présidentielles sont dans 3 ans et demi. Justement. Et que ça va être long. Hein. Et ben justement. Donc c'est important d'entendre cela. Mais François Bayrou, candidat pour 2027, ça vous paraîtrait être le bon candidat, même pour le centre? Vous êtes centriste. J'en sais rien, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Vous savez très bien que... Mais pourquoi pas? Non, mais en tout cas, François Bayrou a joué... J'ai fait 3 campagnes présidentielles de François Bayrou, donc je sais très bien de quoi je parle. François Bayrou a joué un rôle politique important, y compris pour faciliter l'élection et la réélection du président de la République. Donc il aura sa voix comptera. Je dirais même qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il est une personnalité incontournable. Je ne sais pas s'il décidera d'être candidat ou pas, et on verra bien les choses. En l'occurrence, environ 1 an avant l'élection présidentielle. Donc, mais dans la période intermédiaire, bien évidemment qu'il faut l'écouter. Il a raison quand il parle d'une déconnexion entre les élites, l'État et la base, le peuple français et les territoires. Mais nous la vivons tous les jours. C'est-à-dire que l'organisation des institutions françaises fait que elles conduisent au risque de la rupture, de cette coupure qu'il y a entre le pays réel et ses élus. Et ça, si vous n'en avez pas conscience, et si vous ne faites pas un effort sur vous-même, je parle de moi là, dans l'exercice de votre mandat, eh bien, vous vous coupez complètement de la réalité des Français. Et ça, François Bayrou l'a dit très bien sur les ondes de vos confrères de France Info. Et donc, c'était important de l'avoir en tête. Moi, en tout cas, je le garde en tête. En tout cas, si on se projette sur l'agenda parlementaire, Loïc Hervé, il n'y a pas encore de texte très important à l'ordre du jour du Parlement. Or, Gabriel Attal a dit qu'il voulait aller vite, avoir une politique efficace avec des résultats rapides. Est-ce que vous craignez qu'il contourne le Parlement ? Il n'aura pas le choix, parce que vous savez, dans un pays comme le nôtre, on a une constitution, et puis on a des parlementaires. On a un président du Sénat, par exemple, auprès duquel je travaille, qui va regarder ça avec beaucoup d'attention et de vigilance. Donc, je voulais vous donner un exemple. Quand vous faites des réunions dans les départements, où vous avez les préfets qui vont rencontrer les agriculteurs pour parler de l'assouplissement des normes, et que vous faites ces réunions le mercredi, pour que les parlementaires ne viennent pas, eh ben, on commence mal. Donc, alors qu'un certain nombre d'ailleurs de ces assouplissements passeront nécessairement par la loi, forcément. Donc le Parlement est incontournable et on ne se laissera pas contourner. Ça c'est sûr. Ni effacer. Parce que le risque, c'est pas tellement le contournement. Le risque, c'est l'effacement. Le risque, c'est le dialogue direct entre l'exécutif et le pays. Et en disant, le Parlement... La majorité présidentielle n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et elle n'a pas la majorité au Sénat. Donc il faudra bien à un moment donné discuter avec les formations politiques, avec les groupes politiques du Parlement, à l'Assemblée, au Sénat. Et ça, ce sera une épreuve de vérité. En tout cas, Gabriel Attal a pris un certain nombre d'engagements devant la conférence des présidents, à l'Assemblée et au Sénat. Et moi, je ne crois que ce que j'entends. Quels engagements ? Des engagements justement de travail avec... non pas de co-construction, mais de construction des textes avec les parlementaires, permettant aux parlementaires, notamment quand ils sont ou qu'ils ont été rapporteurs, d'apporter un certain nombre de propositions. Le gouvernement écrit le texte, c'est sa responsabilité, et ensuite c'est le Parlement qui le modifie et qui vote la loi. Un mot rapidement sur quand même un texte symbolique qui, lui, est à l'ordre du jour du Parlement. C'est l'introduction du droit à l'IVG, en tout cas de la liberté garantie de recourir à l'IVG, à l'interruption volontaire de grossesse, introduction dans la Constitution. Ça a été voté à l'Assemblée nationale, débat fin février au Sénat avec l'issue du vote qui est incertaine. Vous, Loïc Hervé, vous êtes plutôt contre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la majorité de droite et du centre du Sénat, si elle rejette cette réforme, eh bien, d'apparaître comme rétrograde ? Si on place le débat, un débat aussi important sur un plan aussi réducteur que la question de l'ère du temps, alors on est à côté de l'exercice. C'est l'actualité américaine qui nous fait légiférer sur ce sujet. Et c'est le fait que la Cour suprême américaine ait décidé, il y a près de 50 ans, de rendre l'interruption volontaire de grossesse fédérale et de revenir sur cette décision très récemment. Mettre cette rédaction dans la Constitution, c'est donner des pouvoirs au Conseil constitutionnel qui sont considérables. Or, le Conseil constitutionnel, on l'a vu sur le texte sur l'immigration, est renforcé depuis 2008 avec la question prioritaire de constitutionnalité. Pour ma part, et dans la mesure d'ailleurs où il n'existe pas dans le texte de protection de la clause de conscience des professionnels de santé sur la question de l'interruption volontaire de grossesse, pour ma part,
je ne voterai pas le fait de transférer l'appréciation au Conseil constitutionnel. C'est ça dont vos téléspectateurs doivent être conscients. Les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas élus. Ils sont nommés par les hautes autorités de l'État. Le président de la République et les présidents de chambre. On suivra ce débat au Sénat fin février, à la fin du mois. Jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende contre les auteurs de violences envers les élus. Les députés ont adopté une proposition de loi venue du Sénat pour renforcer la sécurité des élus, notamment des maires. Explication de texte avec Elsa Mondingava. L'objectif est simple, mieux protéger les élus contre les violences. L'élu local et le maire en particulier est à portée d'embrassade, à portée d'engueulade, mais il ne doit pas être à portée de baffes, d'insultes, de diffamations. Les agressions contre les élus sont en augmentation, plus 15% entre 2022 et 2023. Si chaque agression était individuellement insupportable, la croissance de leur nombre rend le phénomène absolument intolérable. 2265 agressions d'élus en 2022, 2600 en 2023. La proposition de loi vise à aligner le régime des sanctions en cas de violence contre les élus locaux sur celui des personnes dépositaires de l'autorité publique, comme les policiers. Autre avancée, l'octroi automatique de la protection fonctionnelle aux maires et aux élus municipaux avec un mandat exécutif en cas d'agression ou d'injure. Une disposition a fait polémique, le passage de 3 mois à 1 an des délais de prescription en cas d'injure et de diffamation publique contre un élu ou un candidat. Certains ont exprimé leurs craintes pour la liberté de la presse. Il y a une disposition qui nous inquiète particulièrement et qui inquiète aussi les journalistes. C'est effectivement le délai de prescription qui a été posé et qui nous pose un réel problème. Après le Sénat, la proposition de loi a été largement adoptée à l'Assemblée. Une autre réforme, celle du statut de l'élu local, est prévue dans les prochains mois. Les agressions contre les élus dont vous êtes sont en hausse, plus de 2200 agressions encore en 2022. Est-ce que pour vous, cette loi va permettre d'arrêter ces violences ? En tout cas, elle y contribuera. Elle y contribuera parce que ces agressions sur les élus, j'en ai moi-même été l'objet quand j'étais maire. Elles sont agressions insupportables. importantes, Menaces de mort, protection par les gendarmes pendant 3 semaines, interpellation de la personne condamnée à 1 an de prison, etc. Oui, mais ça existe vraiment. Moi, je l'ai vu en vrai. C'est-à-dire que vous avez en France un certain nombre d'élus qui vivent sous les menaces, et qui vivent sous les insultes et qui vivent parfois sous les agressions physiques. Donc cette question-là, c'est une question, si vous voulez, de possibilité pour la République de fonctionner normalement. Et cet ensauvagement de notre société, elle se révèle aussi dans ces relations qu'il y a entre certains de nos concitoyens et les élus. Alors, il y a la loi pénale notamment, qui doit être renforcée, ça c'est très bien. Il y a aussi la manière dont les élus sont capables de continuer d'avoir des relations avec les habitants, parce qu'il ne s'agit pas de couper le lien, ça pourrait être un risque de protection, donc de s'enfermer dans les institutions pour ne plus avoir de contact avec les habitants, au contraire, mais ça veut dire que la vie démocratique, la vie citoyenne avec les uns et les autres, elle doit être garantie par la loi, et ce que le Sénat a voulu faire et que les députés ont voté très récemment, c'est vraiment de rappeler le rôle incontournable des élus dans ce pays. Vous savez que quand il a fallu sortir le pays de la crise des Gilets jaunes, le président de la République a eu besoin des maires. Donc la contrepartie aujourd'hui, c'est de leur rendre la possibilité d'accomplir leur mandat dans la paix publique. Alors ce texte augmente de 3 mois à 1 an le délai de prescription dans les affaires de diffamation ou d'injure publique contre un élu. Il y a souvent des élus qui portent plainte contre des médias, contre des journaux sur certains articles. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté de la presse ? Vous, Loïc Hervé, qui est attaché aux libertés ? Non, ça n'est pas une atteinte à la liberté de la presse que de décaler de quelques mois un délai de prescription. Ça me choque absolument pas. Je viens de déposer plainte contre une personne qui tous les jours publie
des choses me concernant. J'ai saisi le procureur de la République. C'est vrai que les délais sont extrêmement courts. Si on retient sur la notion de diffamation, si on est sur d'autres notions de cyberharcèlement, c'est d'autres délais. Mais vous savez, une des choses dont on ne parle pas dans cette affaire, c'est que beaucoup d'élus ne portent pas plainte. Beaucoup d'élus vivent avec ces menaces, ces insultes et cette manière de faire. Donc moi, j'ai toujours déposé plainte. J'ai toujours réussi à faire condamner les personnes qui s'en sont pris à moi. J'ai toujours été assez intransigeant là-dessus. Il faut aussi accompagner énormément les élus dans leur dépôt de plainte et le suivi des dépôts de plainte. Et le rôle des procureurs est un rôle énorme en la matière. C'est eux qui ont la maîtrise des poursuites à l'égard de ceux qui s'en prennent aux élus. Et c'est à eux, en termes de politique pénale. C'est pas tellement dans la loi, ça, hein, mais d'aller... Très rapidement, il y a de nombreux maires qui démissionnent face à ces violences parfois extrêmes. Comment vous faites pour éviter une crise de l'engagement municipal ? En réenchantant la démocratie locale et en changeant la manière dont l'État s'adresse et se comporte vis-à-vis des élus. L'État exécutif, l'État parisien. C'est 500 000 élus locaux qui se lèvent le matin pour aller s'occuper de leurs compatriotes. Il faut les respecter, ces gens-là. Alors, on va parler d'immigration pour finir, puisque les sénateurs centristes dont vous êtes et les sénateurs LR déposent chacun une proposition de loi pour réintroduire les mesures de durcissement de la loi immigration qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Écoutez. Nous avons repris les articles que le Conseil constitutionnel avait jugés comme étant des cavaliers, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas leur place dans la loi. Donc on a refait une proposition de loi. On verra le moment venu s'il y a lieu de la sortir et de la discuter. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra compléter le texte déjà voté. De notre côté, nous ne sommes pas restés les bras ballants. Vous savez qu'à la base du projet de loi immigration, il y avait déjà une proposition de loi portée par les Républicains, par le président de la Commission des lois, par François-Noël Buffet. Eh bien nous, fort de cette proposition de loi qui a cette antériorité, nous allons effectivement redéposer la proposition de loi, un petit peu modifiée par rapport à ce qui a déjà été voté et ce que nous remettrons dans cette proposition de loi, mais qui a quand même une antériorité au regard de ce qu'ont fait les centristes. Et puis après, on verra quand le texte sera inscrit. Donc il y aura bataille de propositions de loi dans la majorité sénatoriale. Loïc Hervé, est-ce que c'est vraiment nécessaire de remettre sur la table ce sujet de l'immigration ? C'est pas remettre sur la table le sujet de l'immigration. Le sujet de l'accueil des immigrés en France, le sujet de la lutte contre l'immigration clandestine est un sujet permanent dont le Parlement doit être saisi de manière constante. Il s'est trouvé que le débat a eu lieu dans notre pays dans des conditions très difficiles sur un plan politique, puisque finalement le seul débat parlementaire a eu lieu au Sénat. Du fait de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Avec la motion de rejet. Et bien sûr, puisque la motion de rejet fait que le débat n'a pas eu lieu. Et que par définition, ce texte a été mal construit, mal voté, puisqu'il manque une des deux parties du texte. Donc ça a conduit le Conseil constitutionnel à prendre une décision qui a écarté des dispositions parce qu'elles n'étaient pas conformes à la Constitution, 2 dispositions essentiellement, et puis beaucoup de dispositions parce qu'elles étaient considérées comme cavaliers législatifs. Donc moi je trouve tout à fait normal que hors sujet, qui ne devait pas être introduit dans ce texte à ce moment-là. Donc c'est tout à fait normal que les 2 groupes de la majorité sénatoriale, le groupe Union centriste auquel j'appartiens, et le groupe les Républicains, forts de leur sensibilité et parfois un peu de leur différence sur le sujet, déposent ce qui leur paraît le plus important dans ces dispositions du Conseil, écartées par le Conseil constitutionnel, et que ce débat ait lieu. Je ne vois pas pourquoi on interdirait au Parlement de continuer de débattre à ce sujet, et nous, on continuera de débattre à ce sujet dans le cadre du Sénat, de la majorité sénatoriale, et évidemment du débat démocratique qui est forcément le nôtre. Débat au Sénat. En tout cas, le patron des députés Renaissance à l'Assemblée a dit la semaine dernière, il était notre invité à votre place sur ce plateau, il a dit que la loi immigration était derrière nous, laissant entendre que ces députés ne voteraient pas un nouveau texte immigration. Ça veut dire donc que ce débat n'a aucune chance d'aboutir ? C'est pas le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale qui décide de l'ordre du jour du Parlement, et encore moins de l'ordre du jour du Sénat. Donc nous sommes libres d'une partie de notre ordre du jour, notamment quand il s'agit de propositions de loi. Nous discutons avec le gouvernement, et d'autant plus qu'il est maintenant au complet, sur ces sujets-là. Et il y a eu quand même un deal politique qui a été passé, et qui fait qu'un certain nombre de dispositions ont reçu des avis favorables du gouvernement
au Sénat. Je m'en rappelle très bien. Il se trouve que j'étais président de séance d'une partie de ce texte-là. Et donc, des amendements qui ont été votés avec un avis favorable du gouvernement au Sénat doivent être des amendements qui peuvent faire partie du débat démocratique, et on doit continuer à aborder ces sujets-là. Il y a des sujets sur lesquels, pour ma part, je suis beaucoup moins à l'aise, notamment cette question de la caution des étudiants. Donc je trouve très bien que dans notre texte centriste, on ne l'ait pas repris. C'était une aberration, une idiotie de mettre ça dans le texte. Caution pour les étudiants étrangers, les sénateurs, les républicains sont favorables à cette mesure. C'est leur droit, et c'est aussi notre droit d'être contre. Donc dans le cadre du texte global, cette mesure a été adoptée, elle a été écartée par le Conseil constitutionnel. Voilà, continuons le débat. Il n'y a aucun débat qui est interdit. Et vous savez, quand vous avez l'extrême droite qui caracole en tête des sondages pour les élections européennes, l'idée de dire que le sujet migratoire n'est pas un sujet qu'on n'en parlera plus, je suis pas sûr que ce soit un bon signal envoyé à l'opinion publique. Et réforme de l'AME, donc à venir, mais par voie réglementaire. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pas une manière de contourner le Parlement. Non, alors ça, c'est une bonne chose. Et vous aviez 2 articles dans la Constitution. L'article 34, c'est le domaine de la loi. L'article 37, c'est le domaine du règlement et les prérogatives du gouvernement. C'est très bien. Ça permet d'être efficace pour vous. Oui. Et c'est très bien que le gouvernement assume le fait qu'il y a peut-être un certain nombre de choses à régler dans l'AME en France. Donc l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet de soigner les étudiants, les étrangers en situation irrégulière. Merci d'avoir été notre invité, Loïc. Avec à plaisir. très bientôt. Ciao, ciao.